Ah Daniel, t'étais là? Justement, je te cherchais, ça tombe bien que tu sois au labo. J'ai deux, trois petites questions à te soumettre et un petit test qu'on pourrait réaliser ensemble. Ah bah écoute, avec plaisir. Allez, J'arrive, viens me retrouver. j'arrive tout de suite. Ah, je me demande si c'est pas du Z5 II contre le Z6 II que tu veux parler. Eh non, le Z5 II contre le Z6 III. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, Le ah, deux, tous ces les deux. numéros, Oh, franchement, c'est vrai ça qu'ils devient compliqué. Hein. ils sont pas très imaginatifs chez Nikon. On rajoute des numéros, le 1, le 2, le 3. Et à quand le Z6 12? Ouais, ça va quand on sera... Bah, il y a l'iPhone est déjà comme ça. Hein, C'est bon. vrai, c'est vrai. Oui, les amis, voilà, on va parler effectivement de cette comparaison entre le Z5 II et le Z6 III pour faire suite à notre essai du Z52 contre le Z5 II, un APS-C contre un plein format. Là, on a deux pleins formats et on va essayer de voir ensemble les petites caractéristiques communes, mais aussi les points qui font la différence entre ces deux boîtiers. Alors Daniel, déjà, ce que je voudrais te dire, c'est est-ce que tu vois une grosse différence en termes de poids, d'encombrement entre ces deux boîtiers? C'est un peu du kiff-kiff bourricot hein, au niveau du volume. On va dire comme ça, kiff kiff bourricot, j'aime bien. On est 760 grammes là, 700 grammes là, l'encombrement c'est identique. J'ai mis un 35 1.4 et un 50 1.4, deux objectifs qui sont très similaires. Tu vois que c'est pas sur ça qu'on va faire une vraie différence. Non. Peut-être ça. Alors oui, et ça. C'est pas pareil. Ça, comme tu dis, c'est effectivement sur le côté gauche, on a un petit écran. Tu vois, on a quelques informations comme l'ouverture, la vitesse, le niveau de batterie. Alors, toutes ces informations, on les a à la fois dans le viseur et sur l'écran. C'est un rappel, c'est pratique. Moi, je l'ai déjà depuis longtemps sur mes autres boîtiers, que ce soit les Z8, Z9, etc. Bon, c'est un petit plus, mais c'est pas là-dessus que ça va se faire la différence. Ok. Dans les autres points communs, il y en a beaucoup. On a un capteur de 24 millions de pixels plein format sur les deux. Mais là, il y a une nuance, puisque sur le Z6 III, on a un semi-empilé, et sur le Z5 II, c'est un classique. Semi-empilé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh oui, voilà une appellation encore un peu bizarre. Déjà, quand on parle de capteur empilé, on ne sait pas trop ce que c'est. Semi-empilé, hein, ça fait vraiment bizarre. C'est semi-écrémé. Un peu bizarre. Bon, semi-empilé, c'est quoi? C'est un capteur qui est un petit peu plus rapide en termes de balayage, de fréquence de balayage, que le classique du Z5 II, mais qui est un petit peu moins rapide que le empilé total du Z8 et du Z9. C'est leur mayonnaise. C'est leur mayonnaise. Ça se traduit par quoi dans les faits? Alors, d'un point de vue photo, un semi-empilé permet de diminuer le rolling shutter. Ah, rolling shutter. Ouais. La golfeuse avec son club tordu. Voilà, c'est ça. Vous savez, quand vous avez une action très rapide devant vous, vous avez des formations des lignes droites. C'est un petit peu le problème lorsqu'on a un capteur un petit peu plus lent. Le semi-empilé permet de réduire notablement cet effet-là, un petit peu moins que le tout empilé du Z8 et du Z9. Alors, petite nuance quand même, ça n'a lieu qu'avec l'obturateur électronique. Donc, si on reste en obturateur mécanique, eh bien, on n'a pas de rolling shutter. Par contre, bien sûr, en vidéo, là, c'est très présent et c'est vraiment présent sur le Z5 II qui peut vraiment avoir des effets de déformation de ligne droite un peu plus marqués que le Z6 III en mode vidéo. En photo, pour moi, c'est anecdotique, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Je reviens un petit peu quand même sur les obturateurs, puisqu'on a des différences là aussi. On a sur les deux boîtiers les obturateurs mécaniques et électroniques. Je vous invite fortement à rester en mécanique en mode photo. Et en électronique, on a des limitations en termes de vitesse maximale d'obturation. On est sur 1/8 millième en mécanique sur les deux et 1/16 millième en électronique sur le Z6 III, alors qu'on n'est que sur 1/2 millième sur le Z5 II. Ça peut avoir son importance lorsqu'on a des optiques très ouvertes, comme par exemple le 51.2 que j'utilise de temps en temps. Eh bien, on peut être un petit peu juste sur des vitesses d'obturation en pleine lumière à l'extérieur. Par comparaison, le Z8 et le Z9 montent jusqu'au 1/32 millième, ce qui est plus confortable. Bon, après, on n'a pas tous un objectif en 1.2, donc... C'est vrai aussi, c'est vrai aussi.
Alors il y a quand même quelques fonctions intéressantes sur le Z6 III qui n'existent pas sur le Z5 II et qui peuvent avoir leur utilité, en tout cas dans certaines pratiques photo. On va parler des cadences, les cadences de rafale par exemple. D'accord. On est sur entre 10 et 14 images secondes en mécanique sur les deux. En électronique, on va monter plus haut, on peut aller jusqu'à 30 images sur le Z5 II et on peut aller jusqu'à 120 images sur le Z6 III. Sachant que ces cadences très très élevées impliquent des réductions, ce n'est qu'en JPEG, c'est sur des parties seulement du capteur, donc c'est quand même assez limité. Dans les faits, on va dire que c'est assez proche. Par contre, il y a des choses très intéressantes sur le Z6 III, à condition d'en avoir là encore l'utilité. On a la pré-capture. Oui, ça c'est l'histoire du petit oiseau qui s'envole et C'est ça, exactement. on est sûr de l'avoir. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir, avec un déclenchement à mi-course, un pré-enregistrement qui permet de ne pas rater l'oiseau qui s'envole, effectivement, et de revenir un petit peu en arrière. Donc ça, c'est l'apanage du Z6 III. C'est un peu de la triche, hein, tout ça quand même. Ce sont Non, des c'est aides. sympa, c'est sympa. Ce sont des aides. De la même façon, on a aussi le Pro Capture sur le Z6 III. Ah, Alors, le Pro Capture, quoi est-ce que ça Eh bien, c'est un piège photo. C'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer à la fois une zone de mise au point, une zone dans le cadre de l'image, dans laquelle, quand quelque chose ou quelqu'un va rentrer, va pénétrer, ça va déclencher la prise de vue. Donc, ça, c'est quand même vraiment intéressant. Encore une fois, c'est très spécifique. Si vous posez votre boîtier à côté, par exemple, d'un nid d'oiseau, donc on va définir la partie du capteur que l'on va utiliser, et puis aussi la zone de profondeur de champ. Et quand l'oiseau va pénétrer dans cette zone qu'on a prédéfinie préalablement, eh bien ça va déclencher. Je n'ai pas parlé des prix tout à l'heure, on peut les évoquer rapidement si tu veux. C'est un boîtier, le Z5 II, qui est sorti cette année, en 2025, au printemps 2025. Il était à 1 900 € à sa sortie. Nikon l'annonce pour les fêtes de fin d'année là, à 1 800 €, gros effort, 100 € de réduction. Et le Z6 III, qui est un petit peu plus ancien, puisqu'il date du printemps 2024, donc on est à 1 an et demi à peu près, lui a subi une baisse assez sensible. Il était à 2008 à peu près au moment de sa sortie, il est à 2003 sur le site Nikon. Alors ça, c'est une pratique sur laquelle moi j'ai toujours un peu de mal. J'en discutais longuement avec un distributeur d'une autre marque qui me disait que ils étaient un peu obligés de faire ça, des prix qui descendent comme ça pour faire vivre le produit, ce sont ces termes. Et donc, pour le consommateur lambda, c'est toujours un peu curieux. Il faut payer le prix fort quand ça sort, et puis quelques semaines, mois, suivant comment le boîtier est reçu par le public et comment les ventes se fonctionnent, eh bien, on va avoir une baisse progressive, programmée pour faire vivre le produit, comme on dit, et que on continue à en parler et continue un petit peu à en vendre. Alors c'est pas très cool pour ceux qui l'ont acheté au prix fort et quand ils veulent le changer, le prix de l'occasion dégringole aussi, pareil. Exactement. Bon, c'est la pratique commerciale de maintenant. Voilà, en tout cas, il y a donc 1008-2003, il y a encore 500 € d'écart sur ces deux boîtiers. La toute petite différence, ça va être, mais là il faut vraiment pinailler, être assez pointu dans son analyse, ça va être sur deux choses. La dynamique de lumière qui est un petit peu supérieure sur le Z5 II, et oui, c'est un peu mieux sur le boîtier moins cher, et la montée en sensibilité qui est aussi un tout petit peu meilleure sur le Z5 II. Alors on va commencer par la montée en sensibilité avec deux images qui sont vraiment très très proches, surtout en ISO assez bas. Donc là je suis à 100 ISO avec le Z6 III à gauche et le Z5 II à droite. J'ai mis 2,50 mm le 1.2 sur le Z6 III, le 1.4 sur le Z5 II. Vous allez voir d'ailleurs que on critique beaucoup ce 50-1.4 et que moi je trouve c'est un peu à tort, mais enfin bon, ça c'est un autre procès que je ne tiendrai pas ici. À l'ouverture 5.6, donc on va être pratiquement au top des deux optiques. Voilà l'image à 200%, c'est extrêmement proche, vous voyez, il n'y a pratiquement aucune différence à la fois au niveau du bruit, de la définition du piqué, de tout ce que l'on veut. On peut se balader dans l'image de chaque côté. On va avoir un petit peu cette trame
de cette petite affichette qui va nous servir un petit peu de guide dans cette montée en sensibilité. Donc à 100 ISO, match nul, je vous fais grâce du 200, du 400, du 800, du 1600, c'est la même chose. Il va falloir monter plus haut en sensibilité pour commencer à entreapercevoir très très légèrement quelques petites différences. On regarde ça tout de suite. Nous voici à 6400 ISO. En dessous, sincèrement, moi je ne vois pas de différence. Et encore même là, vous allez voir qu'il faut vraiment chercher les pouillèmes. C'est très très proche. Agrandi à 200%, qu'est-ce que l'on constate? Déjà en termes de piqué, de définition, c'est encore très très bon. Sur ma petite affichette, j'ai une préférence pour le Z5 II. Vous voyez sur ce visage du personnage au troisième rang. Sur le Z6 III, c'est un tout petit poil moins défini, on voit un petit peu moins les rides, là on les voit un petit peu mieux, c'est là où on commence à sentir ce petit pouillème de différence en montée en sensibilité avec cette petite supériorité du Z5 II, mais je vous dis bien c'est vraiment à la marge. 25600 ISO, c'est une sensibilité qui est désormais courante en utilisation sur les hybrides. On voit que l'image, déjà en plein format comme ça, elle est encore vraiment très bonne, pratiquement utilisable telle qu'elle si on l'agrandit pas trop. Alors à 200%, qu'est-ce que l'on peut observer ? En termes de précision, de piqué, de définition, là encore, c'est assez proche. C'est difficile de les départager. On a une structure de grains en arrière-plan, sur les aplats arrière-plan, qui n'est pas tout à fait la même. On a quelque chose qui est un petit peu plus consistant sur le Z5 II et l'apparition de quelques petits points blancs un petit peu plus notables. C'est le bruit numérique qui monte un tout petit peu plus sur le Z6 III. À 51200 ISO, on constate la même chose. Vous voyez qu'il y a un tout petit peu plus de bruit sur le Z6 III, un tout petit peu moins sur le Z5 II, un tout petit poil de définition en plus sur ce visage, c'est un petit peu plus notable à 51200 ISO. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement ténu, une fois de plus, mais voilà, si on pinaille, si on va au fond des choses, voilà ce que l'on peut constater comme différence. Alors assez bizarrement, à 128 000 ISO, et on va le voir à 204 000, c'est la même chose. Ce sont des images que moi je n'utilise que très rarement, c'est vraiment du sauvetage, vous voyez, c'est quand même pas formidable. Mais bizarrement, à cette sensibilité, à 128 000 ISO, eh bien, le Z6 III reprend un petit peu l'avantage. Voilà, 204 800 ISO très exactement, vous voyez que ce sont des images qui sont très bruitées, qui n'ont pas trop de dérives colorimétriques, ce qu'on avait auparavant dans les boîtiers précédents. Là, ça reste quand même plutôt neutre. Eh bien, le Z6 III fait, je trouve, un tout petit peu mieux. Il reste un chouïa de définition en plus, même si c'est très bruité, c'est un peu plus bruité, mais un petit poil plus défini. Le Z5 II, lui, est un petit peu moins bruité, mais un petit peu moins défini. Donc si on veut conclure sur cette montée en sensibilité, on va dire que c'est très très proche, très difficile de les différencier. À 25 000 et 50 000 ISO, le Z5 II a une très légère supériorité en termes de définition et d'un petit peu moins de montée de bruit. Et puis sur du sauvetage à 100 000 et 200 000 ISO, le Z6 III repasse très très légèrement devant. C'est vraiment à la marge une nouvelle fois. Alors voyons maintenant en termes de dynamique de lumière, de rattrapage, on va dire, de haute lumière un petit peu cramée et également de basse lumière qu'il faut remonter. Je suis passé en mode priorité à l'ouverture avec une correction d'expo qu'on va faire varier et on va voir un petit peu si on arrive à corriger tout ça. Donc là on voit bien que sur le Z6 III, il y a une surexposition sur le sujet principal, sur ma licorne. Donc là je vais rattraper un IL puisque c'est ce que j'avais au départ et on voit qu'on rattrape totalement, enfin presque totalement, et là pour moi c'est encore un petit peu surex, mais bon, on va considérer qu'à un IL on rattrape la totalité de la surexposition. 2 IL, donc là on va essayer de redescendre de 2, hop, voilà, pratiquement 2,05, je regarde d'un petit peu plus près. Là c'est juste limite déjà, enfin c'est même pas limite, pour moi on est déjà au-delà de la capacité de récupération des hautes lumières, donc attention à ne pas surexposer votre boîtier comme d'habitude, c'est souvent le cas, on va dire qu'on est entre 1,5 et 2 IL de possibilité de récupération totale sur le Z6 III, sur les hautes lumières qui seraient un petit peu cramées. Voilà le Z5 II avec 1 IL, donc on va
corriger ça sur une expo de 1 IL. Voilà. Là, je suis sur 2 diaph, 2 IL de surexposé. Donc, on va essayer d'aller corriger un petit peu tout ça. Donc, hop, j'arrive à 2. Voilà. Et vous voyez que déjà 2. Là, c'est vraiment chaud patate et on est exactement dans le même cas de figure que le Z6 III. Donc, je dirais match nul sur les 2 boîtiers. On a une latitude maxi d'environ 1,5, 1,7 diaph. Au-delà, ça sera très compliqué de rattraper. Voyons voir sur les basses lumières si on arrive à rattraper un petit peu plus un écart de dynamique. Alors pour les basses lumières, je vais faire exactement la même chose. On va faire cette correction d'expo petit à petit et voir un petit peu ce qu'on arrive à rattraper. Donc on va passer à moins 1 diaph et voir si on peut revenir, allez, plus 1 ici en développement, voilà, 1,05, ça ira très bien. Et là, on s'aperçoit que l'image redevient tout à fait correcte. On a toujours des aplats qui sont, je dirais, très propres, sans bruit, c'est parfait. Là, je suis à 2, je remonte de 2 diaph, pas plus de bruit que ça dans les ombres remontées, c'est parfait. Donc là, on a un peu plus de latitude que sur les hautes lumières, ce qui est fort connu maintenant. Allez, on continue avec 3 diaph, hop, je remonte ici de 3. Nickel, vraiment impeccable, là il n'y a rien à dire. 4 diaph, là ça commence vraiment à faire beaucoup. Allez, je corrige ça, 4,05. Et c'est encore excellent, vraiment. On commence à avoir un tout petit peu de bruit qui remonte, mais alors très très légèrement, sincèrement. 4 diaph, ça passe vraiment tranquille. Ah, voici le Z5 II à moins 1 diaph. Donc là, hop, on va remonter un petit peu. Voilà. Et là, on s'aperçoit que les ombres, elles sont parfaites, il n'y a aucun problème, bien sûr. On va aller plus vite parce qu'à 2 et à 3, il n'y a pas de différence notable. Donc, il faut monter à plus 4. Voilà, plus 4. C'est vraiment excellent. Je dirais que plus 4, là aussi, très, très, très léger avantage au Z5 II. On a encore un bruit un tout petit poil plus réduit, même s'il monte un tout petit peu à plus 4 IL. Mais ça reste encore très légèrement supérieur au Z6 III, mais là aussi on est sur le pouillème, on est vraiment sur quelque chose d'infime. Alors voici les 2 images, le Z5 II est à gauche ce coup-ci et le Z6 III à droite. Donc là on a remonté de 5 diaph une image complètement sous-exposée. Alors dans son ensemble elles sont très proches, hein, c'est toujours la même chose, mais si on agrandit un petit peu les aplats derrière de façon un petit peu importante, là on voit cette différence que j'essaye de vous mettre un petit peu en avant depuis le début de ce test. Et là, le Z5 II a quand même une certaine avance et la dynamique de lumière sur ce capteur traditionnel par rapport au semi-empilé du Z6 III, eh bien, elle est un petit poil meilleure. C'est ce que je voulais vous montrer. Et si on est vraiment sur des choses un petit peu plus difficiles, compliquées, en basse lumière ou des dynamiques de lumière très importantes dans l'image, eh bien, le Z5 II fera un petit peu mieux que le Z6 III qui, avec son capteur semi-empilé qui a d'autres avantages, est un petit poil moins performant. C'est ce qu'on avait déjà constaté aussi sur le Z8 et le Z9. Donc là, on peut dire que le Z5 II remporte d'une très courte tête ce test de la dynamique et de la montée en sensibilité. Alors, c'est un petit frère ou un frère jumeau en fait? Eh bien écoute, c'est très proche, mais c'est pas le cas en vidéo. Ah, vidéo. Et ouais, en vidéo, on a d'autres différences. Alors, principalement, le nombre de codecs, donc le nombre de, on va dire, de codages de la vidéo qui sont disponibles sur l'un et l'autre boîtier. On a sur le Z5 II, le classique H264, H265, hein, ce sont des codecs qui sont compressés, qualitatifs, qui prennent pas trop de place. On va dire que c'est le tout venant, qu'on utilise beaucoup. C'est ce qui nous filme d'ailleurs en ce moment avec le ZR. Et on a, et ça c'est une première sur un boîtier, c'est pas un entrée de gamme, on va dire un milieu de gamme, début de milieu de gamme. Sur le Z5 II, on a aussi la possibilité de filmer en log, ça c'est classique, mais en RAW. Ah,
en RAW vidéo. Et Ah ouais. bah, et là, oui, c'est pas la même, là. Et c'est pas la même. Ouais, mais le RAW Nikon, en plus, qui est extrêmement qualitatif, qui est vraiment très agréable à étalonner sur un seul logiciel DaVinci Resolve. Sur les autres, c'est compliqué, mais sur DaVinci, c'est un bonheur, c'est très agréable. Et c'est en interne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un enregistreur externe, il ne faut pas un Atomos qu'on va greffer sur le boîtier. En interne, sur la carte SD. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait deux petites différences aussi sur les cartes, puisque là, on a deux cartes SD sur le Z5. Les cartes rapides, c'est ça? Ce sont des cartes normales. Les cartes SD, c'est les cartes qu'on trouve un petit peu partout, pas très chères. Et par contre, sur le Z6 III, on a une carte CF Express type B, donc une carte qui est beaucoup plus rapide, parce qu'on va le voir, il y a d'autres codecs sur le Z6 III, ils sont absolument impossibles d'écrire sur une carte SD. C'est d'ailleurs, j'ai fait une petite recherche parce que je me suis posé la question comment Nikon avait réussi à intégrer, à enregistrer du format RAW vidéo, qui est vraiment lourd habituellement, sur une carte SD qui n'a pas les débits que l'on peut avoir sur une carte CF Express. Alors Nikon ne communique pas sur cette information-là, mais je l'ai quand même trouvé. En fait, il se trouve que le RAW de chez Nikon, le N-RAW vidéo, qui est d'ailleurs inspiré du RED, que la société de caméra cinéma que Nikon a racheté, eh bien ce N-RAW, dans le Z5, il a une caractéristique particulière, c'est un RAW standard. Et on le verra, dans le Z6 III, il y a deux RAW Nikon, le standard, comme dans le Z5 II, et aussi le mode élevé, qui est plus qualitatif. Alors je me suis amusé à comparer les deux. T'imagines bien. Le roi de la comparaison. Eh bien, oui, le mode élevé est un petit peu plus qualitatif. Disons qu'il le bruite un petit peu moins dans les ombres quand on monte en ISO. Mais sincèrement, là encore, il faut vraiment pinailler. Donc, à tel point que très souvent, que ce soit avec le Z6 III ou le ZR, que j'utilise beaucoup pour la vidéo, on a aussi cette possibilité d'utiliser le RAW vidéo, le RAW Nikon, le N-RAW. Eh bien, je l'utilise la plupart du temps en standard et pas en élevé. Alors, pourquoi ? Parce que le débit est beaucoup moins important, 2 fois moins important, et que ça prend un peu moins de place sur la carte et sur le disque dur de l'ordinateur. Voilà une excellente raison. Et ouais, donc voilà, on a cette possibilité quand même, ça c'est remarquable, pour ceux qui s'intéressent à la vidéo et qui veulent commencer vraiment d'étalonner, de comprendre ce que c'est que de la lumière et de pouvoir travailler en post-prod son format vidéo. Le fait d'avoir du N-RAW sur le Z5 II, c'est un bonheur. Vraiment, c'est une très très belle chose, même en standard. La différence sur le Z6 III, c'est que non seulement on a le standard, mais on a aussi l'élevé, et on a aussi les modes codec ProRes, ProRes normal et ProRes RAW, qui n'existent pas sur le Z5 II. Ce sont les codecs propres à Apple, qui fonctionnent très bien sur les ordinateurs Apple, avec Final Cut Pro en logiciel d'édition, mais qui sont très lourds, peu compressés et qui prennent une place folle sur les cartes. C'est pour ça qu'il faut avoir cette carte CF Express, qui a un gros débit, mais qui a aussi un gros inconvénient, c'est qu'elle est très chère. Eh ben oui, tu parles. Et oui, et d'autant que là, on va venir sur un défaut propre à toute la gamme Nikon, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'enregistrer ces gros codecs par l'intermédiaire d'un disque dur externe qu'on pourrait brancher sur la prise USB-C. Nikon, pour l'instant, se refuse à avoir cette possibilité-là. Donc on est obligé d'avoir de très grosses cartes CF Express quand on veut utiliser les plus gros codecs sur le Z6 III. Et les cartes CF Express de 1 ou 2 Tera, on arrive pratiquement au prix du boîtier. Ah, d'accord. Voilà. C'est un peu rédhibitoire. C'est un peu rédhibitoire. D'ailleurs, puisqu'on en est encore aux caractéristiques particulières du Z6 III, il faut savoir qu'on s'arrête au 4K en vidéo sur le Z5 II et on monte en 6K sur le Z6 III. Ceci explique cela. Et oui, on a un petit peu plus de marge. Là aussi, ça permet de recadrer un petit peu dans l'image, avoir 6K plutôt que 4K. En termes après, de... Oui, c'est toujours pareil, ça prend... Ah Est-ce que tu peux faire... C'est du plus, mais d'un autre côté, ça te prend une place folle, et après, est-ce qu'on vraiment on s'en sert ? Voilà, exactement. Donc, à qui ça s'adresse ? À qui ça s'adresse ? Là, on est plus dans le pro.
Le pro vidéo, et je dirais même, c'est même pas du pro corporate ou reportage courant ou même mariage. Je dirais que c'est vraiment, on se rapproche un petit peu de la pub, du moyen métrage, des choses comme ça, où là on va avoir besoin de ce genre de choses. En tout cas, moi je l'utilise assez peu, je suis très souvent en 4K. Souvent d'ailleurs en 30 images secondes, sauf quand j'ai vraiment besoin d'avoir un ralenti plus accessible. Et là, on arrive à une autre différence, qui là par contre va avoir son importance, c'est le nombre d'images par seconde en vidéo. On est à 30 images classiquement, 24, 25, 30 sur le Z5 II. On peut monter à 60 images secondes, mais en croppant dans l'image, en format DX. Ah oui, c'est toujours un peu embêtant ça, c'est plus tout à fait ce qu'on cherche au départ. Et voilà, on va avoir un rapport de grossissement qui peut être intéressant en chasse photo. Tu sais, classiquement, un 300 mm devient un 450, un 600 devient un 900, donc ça c'est pas mal. Comme le capteur est quand même de très belle qualité, le fait de passer en APS-C, ça reste vraiment très utilisable. Par contre, dans toutes les optiques de plus grand angle, un 20 mm, ça devient un 30. Ben oui, là, c'est pas la même. Non. Et puis, souvent, quand on a besoin de ce 60 images par seconde, on n'a pas envie que le cadrage change. Donc là, forcément, on passe en DX, c'est pas forcément génial. Le Z6 III permet de passer à 60 images par seconde en full frame, avec tout le capteur. C'est un peu logique aussi, hein. C'est que le petit frère en fait. C'est le petit frère quand même, en tout cas en mode vidéo. Et on peut même passer à 120 images par seconde, mais là de nouveau on crop. Ouais. Donc voilà. On peut aussi être en 120 images par seconde avec le Z5, mais en Full HD, on n'est plus en 4K. Ah, d'accord. Qui peut sauver les meubles. On peut aussi bien sûr faire de 120 images par seconde en 4K et en HD sur le Z6 III, et le Z6 III monte à 240 images par seconde. Et j'ai essayé le 240 images par seconde, je vous mets quelques exemples. En Full HD 240 images par seconde, l'image est quand même très propre et les ralentis sont vraiment somptueux, c'est vraiment très agréable, c'est très fluide. C'est super beau les ralentis quand même. Voilà. Donc voilà, il y a quand même quelques petites différences. Heureusement quand même. Oui. Alors pour se rendre compte de la qualité de son image et des réglages, surtout qu'on applique un petit peu sur ces deux boîtiers, on a plusieurs possibilités. On peut regarder dans le viseur ou sur l'écran arrière. Le viseur présente certaines différences. On est sur un viseur, je dirais classique, c'est celui pratiquement de toute la gamme Nikon qui fait 3,7 millions de points sur le Z5 II. On retrouve d'ailleurs sur le Z8, sur le Z9 et sur tout un tas de boîtiers Nikon. Il n'y a guère que le Z52 qui a un viseur un petit peu inférieur, que j'aime d'ailleurs pas beaucoup. Oui, moi ça ne me gêne pas plus que ça, mais je suis surtout avec le Z50, donc je suis habitué. Tu es habitué. Donc sur le Z5 II, on a ce fameux 3,7 millions, qui est un viseur pas hyper défini, mais très doux, très agréable, dont la calorimétrie est plutôt fidèle. Et par contre, sur le Z6 III, Nikon a voulu innover, a mis un viseur plus défini, on est à 5,7 millions de points. Donc, je ne sais pas, est-ce que toi, tu vois vraiment une grosse différence? Là, tu vas pouvoir nous dire ça en direct. 5,7 millions de points, c'est quand même plus que sur le Z5 II ou le Z8 ou le Z9. C'est vraiment le viseur le plus qualitatif, le plus lumineux que Nikon propose sur l'ensemble de sa gamme. Là, on est dans des conditions de lumière pas excellentes. Effectivement, il est beaucoup plus lumineux, c'est sûr. Ah oui, c'est même encore plus net dans l'autre sens. Voilà. On se rend compte quand même de cette différence. Il est plus lumineux et il est... Est-ce que tu vois la différence de définition également? C'est un peu... Oui, et forcément. Oui. Les deux vont de pair, de pair un peu, oui. Voilà. Alors, effectivement, on a un viseur plus qualitatif sur le Z6 III, qui est à la fois plus lumineux, qui est plus défini, qui est un petit peu plus précis. Ça se voit d'autant plus que si vous êtes dans des conditions difficiles, dans une luminosité faible en prise de vue, ou par exemple sur de la macro en débrayant l'autofocus, où on veut vraiment une mise au point très très précise. Donc là, c'est utile, c'est un vrai plus. Dans, je dirais, la vie courante, dans l'usage habituel,
c'est pas le jour et la nuit non plus. On a quand même pas, je dirais, quelque chose qui est monstrueusement différent. On n'est pas non plus sur, par exemple, le viseur du Fuji GFX moyen format, où là on a un viseur qui est très grand, qui est extraordinaire. On n'est pas sur une différence aussi marquée. Mais cette différence, elle existe, donc je voulais vous en parler, parce que ça peut faire aussi l'objet d'un point critique pour vous, et vous voulez absolument avoir le viseur le plus défini possible, en particulier ceux qui viennent classiquement des réflexes numériques auparavant, avec des viseurs optiques, qui ont peut-être un peu de mal à s'habituer aux viseurs numériques que l'on a maintenant sur les hybrides. Eh bien, c'est peut-être une solution de passer sur un Z6 III qui a un viseur un petit peu plus défini, un petit peu plus agréable. Et ce viseur présente aussi une petite particularité sur le Z6 III que je n'aime pas beaucoup, par contre. Ah. Et ouais, c'est qu'il y a une petite dérive colorimétrique. C'est la première fois que je constate ça sur l'ensemble de mes viseurs Nikon. Oui, c'est vrai que je l'ai remarqué entre les deux. Tu l'as vu aussi? Oui. Tu t'en es rendu compte? Maintenant que oui, tu le dis, oui. Eh bien, oui, c'est vrai que cette dérive colorimétrique existe sur ce viseur, qui est un peu plus défini, un peu plus précis, un peu plus lumineux sur le Z6 III. Et cette dérive, eh bien, elle est très compliquée à corriger. Il y a pourtant la possibilité, c'est dans un menu que je vous mets à l'écran, où on peut corriger cette dérive colorimétrique, enfin en tout cas sur le papier. Moi, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à avoir quelque chose qui me convienne, qui soit parfaitement neutre, ou en tout cas le plus neutre possible, comme sur mes autres boîtiers. J'ai quand même cette dérive. Donc je m'astreins à vérifier sur l'écran arrière, qui lui est parfait, que ce soit sur le Z6 III ou le Z5 II, mais sur le viseur, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, on a fait le tour un peu de ces différences entre l'un et l'autre. Moi, je trouve qu'il est quand même bien complet pour un amateur averti. Mais est-ce que tu vois d'autres choses à dire? Alors dans les petites choses que j'ai constatées, pas énormément, et c'est des points de détail, j'ai un certain nombre de batteries sur mes boîtiers, des batteries la plupart du temps d'origine Nikon, mais j'ai quelques batteries compatibles, et le Z6 III est le seul à ne pas les accepter. Je ne sais pas exactement pourquoi. Tous mes autres boîtiers, alors que le Z5 II par exemple est plus récent, accepte les batteries compatibles, le Z6 III non. Les autres différences que Nikon met en avant, par exemple la stabilisation, on est à 7,5 stops ici, sur le Z5 II, on est à 8 stops sur le Z6 III. Franchement, c'est tout un tout petit peu moins bien. Ouais, mais dans la pratique, dans les faits, dans la vraie vie, il n'y a pas cette différence, ça n'existe pas. Donc, je vais essayer de me résumer pour que ça soit très clair pour tout le monde. Vous avez deux boîtiers qui font de très belles images, ça c'est sûr. Vous ne verrez pas de différence dans la grande majorité des cas entre les deux boîtiers, sauf à avoir une utilisation particulière. On parlait de 120 images par seconde tout à l'heure, on parlait de piège photo, de pré-déclenchement. Tout ça, le Z6 III là, si vous avez besoin de ces fonctions-là, pas de problème, c'est le Z6 III qu'il faut prendre. Si c'est un usage plus courant et pour une très belle qualité d'image et une montée en sensibilité qui est certainement la meilleure de toute la gamme Nikon, eh bien le Z5 II vous donnera grande satisfaction. En vidéo, pareil, vous avez déjà de la vidéo RAW avec le N-RAW sur le Z5 II en mode standard, c'est déjà formidable. Et la H265 10 bits sur le Z5 II est somptueuse. Donc il n'y a pas besoin de se poser plus de questions. Après, si vous avez vraiment besoin de l'Apple ProRes ou de l'Apple ProRes RAW ou du N-RAW en mode élevé, prenez le Z6 III. Mais là encore, il faut bien y réfléchir. Est-ce que vous allez avoir besoin de ça une fois dans votre vie et tout le reste du temps, ça sera inutile? La différence de prix est quand même conséquente. Enfin, dernière petite chose qui peut être pratique quand même, sur le Z5 II, on a un bouton d'accès direct au Picture Control, voilà, juste sur l'épaule droite. Moi, je l'ai paramétré sur le menu rapide, sur le Z6 III, donc il suffit que j'appuie sur la touche I, et ensuite j'ai le menu rapide qui arrive et je choisis mon Picture Control. Petit rappel, le Picture Control, ce sont des modes d'image
présélectionnés par Nikon, qui sont assez intéressants à certains points. Hein. On a en particulier des noirs et blancs. Les noirs et blancs, oui. Ils sont le noir et blanc ton profond. Les cieux sont extraordinaires, hein. C'est vraiment génial. Et donc on a cette touche d'accès rapide directe sur l'épaule droite du Z5 II et on s'en sert quand même assez régulièrement. Bon les amis, j'espère que tout ça vous aura éclairé un petit peu et vous aura aidé à comprendre les différences entre le Z5 II et le Z6 III. Et faites le bon choix donc. Et faites le bon choix dans votre décision d'achat. Et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures avec la prochaine vidéo qui sera certainement dans le mode sport et dans le monde du vélo. À bientôt. À bientôt. Ciao.